On prend un café ensemble. Bonjour, bienvenue à l'émission Un café avec votre député. Aujourd'hui, Sébastien Schneeberger, monsieur le député, et on a la chance de recevoir madame Geneviève des Trois-Maisons du parc Marie-Victorin. Bonjour madame des Trois-Maisons. Vous êtes au parc depuis longtemps? Ça fait 11 ans maintenant que je suis au parc Marie-Victorin comme directrice générale d'une super belle équipe. Donc, un très beau parc dans notre région. OK. Puis, le parc, lui, existe depuis? Cette année, on fête nos 40 ans. OK. Il a été inauguré en 1985 pour célébrer le 100e anniversaire du frère Marie-Victorin, OK. qui est un célèbre botaniste qui est natif de Kings Falls. Puis je pense qu'à l'entrée, là, il y a aussi un petit parcours là, parlant de monsieur... Oui, pour son œuvre, parce que c'est quelqu'un qui est encore la référence en botanique encore aujourd'hui, qui était très avant-gardiste dans ses idées. Pour lui, étudier la nature, c'était aussi un enseignant, pour lui, étudier la nature dans une classe, ça avait plus ou moins de sens. Donc, il sortait ses élèves dans la nature pour l'étudier. Il souhaitait que les Québécois connaissent leur environnement, leur nature et puissent l'apprécier à leur juste valeur. OK. Geneviève, j'aimerais ça que vous racontiez un petit peu le début, si vous avez... Je sais que ça fait 11 ans que vous êtes là, ça fait quand même plusieurs années, mais bon, 40 ans, il y a beaucoup d'histoires, mais un peu le début du commencement du parc, parce que moi, c'est toujours ça qui me fascine, tu sais. À un moment donné, quelqu'un a une idée de dire, on pourrait faire un parc botanique, et puis, ben là, on commence où, tu sais. Alors, je ne sais pas si vous avez tout l'historique, mais... Oui, tout à fait. En fait, justement, pour célébrer le 100e anniversaire d'un célèbre résident de Kings Falls, certains résidents, donc avec le Club Lyon aussi, puis certaines personnes ont créé un comité, se sont dit, est-ce qu'on fait une sculpture, est-ce qu'on fait... Puis là, ils se sont dit, ben tout naturellement, ben je pense que ça va être un jardin. Fait qu'au départ, c'était 3 acres. Okay. C'était un terrain qui était sur le bord de la rivière, qui appartenait à Cascade, qui a été aussi partie prenante dans l'ouverture de ce parc-là. Et ça a été inauguré un parc de 3 acres. Fait que là, on est rendu maintenant à 29 acres. Okay. Et le terrain qui est aménagé pour les années futures de 103 acres. Donc, on voit déjà que ça grossit davantage. C'était des terrains plats. Donc, tout ce qui est... toute la topographie, les plantations ont été créées par un groupe d'horticulteurs mené notamment par Normand Hens, qui est toujours un administrateur du parc 40 ans plus tard. On a la chance d'avoir les fondateurs encore avec nous aujourd'hui. Oui, wow. Donc, avec différentes phases de progression, ben c'est créé un parc. Un jardin botanique qui a maintenant 7 jardins thématiques et des expositions. Donc, c'est parti d'une idée et ça a migré d'une idée potentielle de statue à un jardin qui avait 3 acres et qui maintenant grandit d'année en année. OK. Oui. Alors, les personnes qui ont créé ça certains sont encore sur le CA aujourd'hui. Exactement. Et alors, on peut parler d'une vocation, là. Parce qu'après 40 ans, là, c'est une vie dédiée au parc, là. Tout à fait. Puis c'est souvent les mêmes personnes qui l'ont imaginé, qui l'ont dessiné, qui l'ont pelleté, qui l'ont planté, puis qui ont fait tous les jalons, réunir l'équipe autour du projet, trouver aussi le financement, puis garder la ligne de vision pour le développement. Donc, on a cette chance-là. Ben oui. Puis pour trouver les employés aussi de botanique, de toutes ces connaissances-là, c'est-tu un défi pour le parc ou vous êtes chanceux d'avoir... On est chanceux parce que on bénéficie quand même d'une belle notoriété qui attire les gens qui sont en horticulture. Okay. On a 12 horticulteurs à temps plein pendant l'été, c'est pas bien. Pour vous donner une idée de la grosseur de l'équipe, on est 5 pendant l'hiver, mais on est 50 pendant l'été. Comme attraction touristique, on a des gens pour l'accueil, pour les guides, pour les animations, pour le bistrot et tout ça. Puis on a 12 horticulteurs passionnés qui s'assurent que les aménagements, puis ils sont toujours différents à chaque année. Donc, on a nos vedettes qui sont les mosaïcultures. Ben oui. Ça fait tellement de belles photos de famille. Oui. Puis on a aussi des plates-bandes aménagées avec des annuelles qui sont différentes à chaque année. C'est comme un tableau visuel. Fait qu'on peut y aller à chaque année. C'est pas je suis allée l'année passée, je retournerai pas cette année. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'y aller l'année passée, puis là, j'ai hâte de pouvoir y retourner. C'est quoi la saison
que c'est Dans ouvert? le fond, là, comme on est, c'est comme la nature avec les floraisons sont différentes, donc on ouvre, cette année, on ouvre le 1er juin jusqu'au 26 octobre. OK. Toutes les périodes sont intéressantes parce que en juin, on a les pivoines, on a une collection de pivoines fascinantes. Ben, si on y va en août, elle est plus. Donc, OK. il y a des choses à voir à chaque moment dans la période d'ouverture. OK. Les mosaïcultures, elles sont belles. Ah, tout c'est le temps. extraordinaire. Les annuelles, ils sont plus à leur maximum au courant de l'été. OK. Par contre, toutes les floraisons plus tôt, ben ils sont plus. Donc, OK. si on y va en juillet, il y a les émévocales, les collections. Si on y va en juin, par exemple, ben, il y a les pivoines, et ainsi de suite. OK. On a la chance de travailler avec des hybrideurs, aussi des gens qui développent des espèces et des cultivars rares, Ah! puis qui nous les donnent en exposition OK. dans les plates-bandes. OK. Fait qu'il y a tout le temps des nouveautés, des choses que vous allez voir dans 2-3 ans dans les centres jardins. Ben, vous pouvez venir les voir au parc Laval, venir les découvrir. Est-ce que vous travaillez avec des écoles dans le domaine botanique, je ne sais pas, des universités qui font de la recherche et autres? Des stagiaires Oui, c'est ça. Oui, on reçoit beaucoup d'écoles horticoles qui viennent faire soit un stage, une journée d'apprentissage, une visite aussi. À ce moment-là, on les maille avec notre équipe horticole pour qu'ils puissent avoir Le terrain. oui, Comment ça vraiment les fonctionne? coulisses d'un jardin, d'un jardin écologique, ce qui OK. est assez rare. Donc, Ben oui, ben oui. vraiment, tout est... On a beaucoup d'énergie non renouvelable, on les utilise toutes. Notre bâtiment est à la géothermie, on a une éolienne, on a des panneaux solaires, on utilise l'eau de pluie. Donc, on monte aussi tout ce côté-là Wow. aux étudiants. OK. Puis est-ce qu'il y a des visites guidées? Il y a des visites guidées pour les groupes. OK. Quand on arrive comme en visiteur libre, ben il y a régulièrement des animateurs. OK. C'est un jardin qui est animé, que ce soit dans l'exposition sur le frère Marie-Victorin où on a aussi une animation. Des fois, c'est au niveau du potager où est-ce qu'on a des dégustations. Donc, les fleurs comestibles, les légumes du patrimoine, des légumes qui sont moins communs. Aussi des aliments qui sont moins communs parce qu'avec la culture de masse, ben, on y va avec ce qui est le plus rentable, mais il y a toutes sortes de variétés qui sont plus offertes, mais qu'on fait découvrir aux gens. Puis des fois, c'est des curiosités. Un concombre qui ressemble à un citron, mais qui c'est un concombre. OK. Ou le concombre pastèque qui ressemble à une toute petite pastèque. Donc, c'est le fun pour les adultes de se reconnecter avec ben oui. la variété de la Ben oui. biodiversité. Puis pour les jeunes, ben, c'est une curiosité aussi, puis on le fait goûter. OK. J'étais curieuse l'année passée, quand je suis allée, j'ai vu qu'il y avait comme un parcours. J'ai essayé de tricher pour voir c'était quoi, mais comme je n'avais pas fait de parcours, j'avais pas le code pour entrer dans la dite porte. Mais c'est quoi ça? Sur le sujet, l'année passée, on a inauguré le 7e jardin thématique sur les plantes carnivores. Donc, c'est un parcours en 3 lieux. Il y a une serre sur les plantes carnivores, donc il y a 1200 plantes carnivores que vous pouvez apprécier. OK. J'en ai apporté quelques-unes, je vais pouvoir vous les 1200? 1200 C'est plantes beaucoup, hein? carnivores. Mais là, c'est pas 1200 sortes, c'est en tout, vous avez 1200 Il y a plantes, 1200 mais de plantes. sortes, j'imagine qu'il y a différentes espèces dans tous ces plantes carnivores-là. Exact. Il y a 700 espèces, puis on pourrait Quand même, hein? penser qu'il n'y en a pas au Québec, mais il y en a une quinzaine qui sont indigènes au Québec. OK. Puis il y en a sur tous les continents. On a tendance à penser que c'est peut-être plus tropical. Ben oui. Juste sur l'Antarctique, il n'y en a pas. Mais donc, OK. il y en a vraiment adapté. C'est des plantes, c'est des survivantes. Donc, OK. c'est des plantes qui se sont développées, qui ont développé des stratégies d'alimentation assez facilement. Ben oui. Donc, dans des sols pauvres. Fait que je pense que la plus connue, ou en tout cas celle qui est la plus dans l'imaginaire collectif, Moi, j'en ai c'est acheté 2. la Dionée, qui, elle, a un piège actif. Donc, elle se referme sur les insectes. Puis, on n'est pas habitué d'avoir un mouvement végétal. Donc, c'est impressionnant. Oui. Ça a créé tout un monde dans l'imaginaire collectif. Qu'on pense à Mario Bros ou la petite boutique des horreurs. C'est vrai, on a en image ça, les plantes carnivores. Moi, quand j'ai vu celle-là au début, je m'attendais à voir comme un champignon ou parce qu'effectivement, on a grandi avec ces images-là. Mais là, ici, il y a des petits, comme des petites tentacules, là. Oui, les petits poils, c'est les capteurs. Les capteurs C'est qui ça. permettent de se refermer sur la proie. Puis, il y a des recherches qui se font encore maintenant parce que c'est après 3 contacts Qu'elle comme meurt. si la plante pouvait compter dans Ouais, certain sens. ouais. Parce que pour pas se refermer pour rien,
elle va attendre 3 contacts avec ces petits poils sensitifs-là avant de se refermer puis de digérer la plante. Fait que ça, c'est un piège actif. Il y a aussi des pièges passifs, comme celui-ci, ici, c'est la népenthèse. Et l'ouverture va être digérée de façon passive. C'est comme un tube. Exactement. Comme les sarracinies qui, elles, peuvent faire 2 pieds de haut. OK. C'est assez impressionnant à voir. On a aussi toute la gamme des Drosera, qui, elle, c'est un type de piège à mucilage, donc collant. Donc, quand la proie arrive dessus, ben ça va lentement se refermer sur elle puis être digérée de cette façon-là. OK. Quand on arrive dans la partie botanique, on en apprend un peu plus là-dessus, sur leur origine, sur leur mode d'évolution, sur leur proie. Et aussi, par exemple, on voit que celle-ci va être en fleur bientôt. Pourquoi la fleur est si loin de la plante? Après se faire manger? Non? Exactement. En fait, c'est pour justement, comme tous les autres plantes à fleurs, elle a besoin de pollinisation. Mais si elle mange l'insecte qui le pollinise, je pense que ça annule un petit peu le OK, cycle. ben oui. Ils ont toutes des stratégies et ils vont aller porter la fleur beaucoup plus loin des pièges pour pouvoir être pollinisée puis manger autre chose. Okay. Alors, le moustique à côté positif, puis aussi, pour la plante, deux côtés positifs, parce qu'elle a besoin. Faut qu'il vienne en deux. Mais bon, pas pour le moustique lui-même. Faut qu'il vienne en deux. C'est comme ça qu'elle a réglé cette relation-là compliquée avec les insectes. Ben oui. La plante, elle a des belles stratégies. Fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à découvrir. Ben oui. La sarracinie, c'était la plante favorite du frère Marie-Victorin, de là l'origine aussi de ce jardin-là. Après ça, quand on sort à l'extérieur, on a des structures géantes qui représentent les mécanismes de ces pièges-là, dans lesquels il y a des indices. Puis là, c'est ça que vous n'avez pas grimpé dedans pour trouver les indices. Parce que si vous aviez pu trouver les indices, vous auriez eu le code pour la porte magique. Donc, c'est pour les jeunes. Puis il y a une animation multimédia. Les jeunes. Les jeunes jusqu'à très, très, très avancés. Exactement. Donc, il y a une animation multimédia que les jeunes doivent résoudre. Et puis, il y a 2 finales différentes. Donc, c'est assez intéressant. Puis, ça mène ensuite vers une partie d'exposition, qui est une exposition permanente sur les plantes carnivores, mais dans la culture populaire. C'est là qu'on parle justement de Mario Bros, la petite boutique des horreurs. Donc, comment cette plante-là, qui est toujours 100% du temps présentée comme menaçante. Ben oui, c'est vrai. Jumanji, Batman, c'est tout le temps l'arme secrète de l'ennemi, aussi dans la littérature et tout. Donc, on présente vraiment un 360 sur cette plante-là. C'est très divertissant et on apprend beaucoup de choses. Ça me fait rajeunir pas mal parce que moi, les plantes carnivores, au début, je pensais que ça n'existait pas parce qu'à l'époque, quand j'étais tout petit, j'écoutais les Schtroumpfs. Et il y avait aussi dans certaines séries des Schtroumpfs, il y a des plantes carnivores. Puis il y avait bien peur de ça, les Schtroumpfs. Et puis, nous, tout jeunes, on pensait que c'est dans le domaine du fantastique, mais c'est bien réel. Hein? C'est vrai. Alors, on explique aussi l'histoire de comment ça a été confirmé, parce qu'au départ, c'était observé, puis ils disaient, ben non, ça se peut pas, une plante peut pas manger. Peut pas être tu sais, il y a des animaux qu'on va dire, ils développent un instinct de survie ou de chasse, quoi que ce soit, mais là, c'est une plante. Mais c'est vivant, une plante. Exactement. Il faut que ça se nourrisse. Oui, c'est ça. Il y a même eu une rumeur à une certaine époque que c'était peut-être le chaînon manquant entre le végétal et l'animal. Donc, il y a beaucoup de spéculations, d'hypothèses, qui ont été prises en compte avant de pouvoir faire comme, oui, OK, c'est une plante qui s'alimente de cette façon-là. OK. Ce modèle-ci, le premier que vous avez, celle qu'on voit tout dans notre imaginaire, ça peut devenir jusqu'à quelle grandeur? J'imagine que vous avez 600 sortes, vous avez dit, 600... J'imagine qu'il y en a des beaucoup plus grosses que ça. C'est une des espèces qui a une certaine limite en grosseur. Donc, elle peut revenir peut-être de 2 triple maximum selon les cultivars. Par contre, les autres espèces, notamment la népenthèse, les urnes qu'on voit là, parfois, ils ont 1 pied de haut, là. Donc, puis les sarracinies peuvent être 2 pieds, 3 pieds. Donc, ça dépend des... Puis ils peuvent être au même endroit. J'en ai 2 chez moi. Puis, il y en a une qui est restée sensiblement comme ça.
Puis l'autre, là, les feuilles sont devenues très, Ah, très, ouais? très, très, très grandes. Ouais. Et admettons, c'est quel genre de moustique que ça peut, j'imagine, bon, dépendamment des pays, mais admettons, chez nous, mettons, tu sais, on a le maringouin, l'abeille, la guêpe, les mouches, tout ça, le brûlot là, qu'on a partout, qui nous achale bien gros quand on va dans le bois. C'est quoi? Non, mais c'est vrai. Bonne question, puis je sais pas si je vais vous surprendre en vous disant qu'ils ont des préférences alimentaires. Je dirais qu'elle n'aime pas les coccinelles. Oui, c'est ça. Donc, il y a des choses qui sont plus difficiles à digérer ou à attraper. Si vous avez l'été des problèmes de mouches à fruits ponctuels, là, je vous suggère celle-ci qui sont absolument efficaces à côté de fruits. OK. Ou des canettes, là, des fois, ou dans le garage, on met des canettes. Puis, ça, c'est leur poids préféré. OK. OK. Puis des fois, la Dianée, elle a les yeux plus grands que la panse. C'est qu'on se retrouve des fois avec des fois que même des pattes, une araignée, là, les pattes qui dépassent. C'est vrai. Celle du bout, c'est comme, il y a comme la moustache autour des branches. J'imagine que c'est gélatineux, la moustique se colle dessus, puis là, finalement, elle finit par mourir. C'est des poils collants. Donc, quand la bestiole se colle après une feuille, elle s'enroule doucement autour. Donc, puis elle le digère comme ça. OK. Puis vous avez eu une bonne nouvelle aussi au parc Marie-Victorin cette année ou l'année passée? Oui, ben dans le fond, on inaugure cette année, donc au 1er juin, un tout nouveau musée. OK. Donc, tantôt, on parlait de l'histoire du parc. Ben, au fil des années, on s'est spécialisé dans un aspect muséal, une façon de présenter le jardin botanique de cette façon-là. Donc, on a été reconnu par le ministère et par la Société des musées du Québec comme une institution muséale à caractère scientifique. Donc, vous allez avoir beaucoup de plaisir quand vous allez venir au parc, mais vous allez aussi apprendre. Apprendre, ben oui, ben donc, oui. Je m'excuse, mais ça, c'est une excellente nouvelle, hein, oui. Parce que c'est très, très dur là, de rentrer, là, comme d'être reconnu comme musée. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle, puis je pense que c'est totalement mérité. Après 40 ans, je pense que ça le mérite. Du fait, justement, comme vous dites, l'aspect, justement, scientifique et d'apprentissage. Et écologique aussi. C'est bien le fun, on voit tous des fleurs, mais finalement, quand tu connais pas la fleur ou la plante, ben, bon, on la trouve belle, pas belle, mais au-delà de ça, il y a des caractéristiques propre à elle, et puis malheureusement, souvent, on n'en connaît pas grand-chose. Ouais. C'est l'idée de se connecter avec les ressources qu'il y a autour de nous. Fait qu'on attire l'attention par des petites anecdotes. Si on passe devant un saule blanc, ben on explique que bon, c'est imputrescible, oui, mais c'est pour ça qu'on fait des cure-dents avec ça, ou des bateaux avec ça. On lit l'information au quotidien de la personne. Oui. Donc, c'est effectivement une accréditation pour laquelle on est très fiers. Oui. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir développer notre offre en ce sens-là. Et on va l'appuyer encore davantage cette année avec l'inauguration d'un tout nouveau musée. Ben oui, c'est en construction l'année passée. Là, c'est cette année. Donc, le parc sera vraiment un jardin muséal, autant au niveau de sa présentation de la botanique que maintenant un réel musée qui est un bâtiment absolument fabuleux, qui est sur le même terrain que le parc. Vous venez au parc et vous avez accès à l'entièreté du site. Et il y a 2 grandes salles d'exposition. Donc, ça va être, vous allez avoir des images bientôt. Une exposition avec des expositions temporaires, une salle avec des expositions temporaires qui vont changer tous les 2 ans. Puis une salle avec une exposition permanente. Donc, on présente là quelque chose de spécial lors de l'ouverture. Vous connaissez tous Cascade et son fondateur, Alain Lemaire. Alain Lemaire, il a une passion pour les antiquités. Et avec le temps, ça s'est spécialisé sur les antiquités de fonte. Donc, la fonte, c'est un alliage de fer et de carbone. C'est quelque chose, côté développement durable, qui est absolument, qui dure dans le temps. Donc, c'est une belle connexion avec la culture québécoise parce que ça a eu un impact sur le développement du Québec, sur le côté rassembleur des Québécois autour d'un poêle à bois, en fonte, d'un poêle à frire, en fonte, de maman et les fers à repasser, en fonte. Les fers à repasser qui pesaient à peu près 12 livres au départ. Donc, c'est une incursion dans ce matériau-là qui est
qui est connu, qui fait partie de notre environnement, mais on peut l'interpréter, son côté historique, son côté scientifique, le côté collectionneur aussi, parce que M. Alain Lemaire, il y a 120 000 objets de fond et pas un papier. Ah, OK. Donc, on a sélectionné quelques-uns, puis on prépare une belle exposition. Ça, c'est un bébé de M. Lemaire, Alain. Moi, il m'a parlé au tout début que j'ai été élu ici dans la région. Il me parlait de ça, de ses projets. Il dit, un jour, je veux monter quelque chose. J'achète parce que lui, il fait les brocantes. Hein, il se promène partout. D'ailleurs, il a même fait une émission. Là, je ne me rappelle plus le nom de l'émission. Mais il se promenait, puis je le voyais. Il allait biter, il allait miser là, sur des objets. Alors, c'est un grand connaisseur d'objets, justement, antiques, mais aussi, justement, d'avoir pu amasser au fil des années là, une telle collection. C'est des centaines, voire des milliers d'heures de travail. Là, parce que c'est beaucoup de temps. Et puis, ben, justement, il va nous le faire découvrir. Alors, l'inauguration, c'est cette année? Oui, cette année, 1er juin. 1er juin. Donc, c'est une richesse incroyable qu'un homme comme Alain Lemaire ait pu réunir tout ce patrimoine québécois-là pour pouvoir le transmettre aussi aux générations futures. L'ingéniosité des gens qui travaillaient ces objets-là à l'époque où il y avait, au début de la fonte, il n'y avait pas les réseaux de communication comme maintenant. Fait que chaque petite fonderie concevait l'objet pour son utilité, donc ils sont tous selon leurs besoins. C'est des artisans vraiment fabuleux à découvrir, donc on en parle aussi. Puis moi, c'est de quoi que j'aimerais que les gens viennent découvrir pour juste percevoir aujourd'hui la facilité que l'on a à tous les jours dans notre quotidien. Tu sais, tantôt, vous parliez d'un fer à repasser, là. Le premier fer à repasser, là, il fallait mettre du charbon de bois à l'intérieur pour qu'il chauffe, puis premièrement, tu pouvais te brûler pas à peu près. Et puis là, c'était du travail, là. Et ça, c'est nos mères de famille à l'époque qui faisaient ça. Puis encore là, les gros chaudrons de fonte qu'on voit dans nos petits comics, là, où que les indigènes attrapent quelqu'un, puis ils font de la soupe. C'est ça. Alors, tu sais, des fois, moi-même, des fois, tu sais, on tergiverse pour repasser nos chemises. Mais aujourd'hui, pourtant, c'est une facilité énorme par rapport à avant. Fait que juste pour ça. Et puis tout le reste, là, je veux dire, tu sais, de partir le poil, les choses comme ça. Aujourd'hui, on tourne le bouton, c'est parti. Quoi de mieux qu'un steak dans une poêle de fond? Mais c'est ça. C'est encore vivant. C'est encore vivant. Ça fait du pacte une sortie qu'on peut amener, on peut venir en famille, amener nos grands-parents qui vont avoir connu ces objets-là, amener nos enfants aussi. C'est vraiment... Puis on est tous l'enfant de quelqu'un. Donc, je vous le dis, c'est vraiment... Je suis allée dans le passé avec mon enfant qui a 25 ans, mais c'est extraordinaire. On n'a pas assez, on dirait, d'une journée pour tout voir. On veut tout prendre en photo. C'est vraiment un beau parc. Pour la photo, effectivement, c'est le lieu à découvrir. Dans le parc, il y a plusieurs sections. On en voit plusieurs. Et il y a aussi plusieurs genres d'activités. Tu sais, il y a il y a un gros chapiteau. J'aimerais ça que, mettons, là, quelqu'un qui n'a jamais venu, qui est jamais venu chez vous, juste pour le sensibiliser, mais aussi peut-être sortir le côté, on va dire, curiosité, d'y venir voir. On se présente à la guérite à l'entrée. Pouvez-vous un peu nous décrire les différentes sections qu'on a? Oui, tout à fait. On a 7 jardins thématiques. C'est 6 km de sentier pour vous donner une idée. Donc, il y a des univers botaniques différents par lesquels on va passer. Donc, il y a le jardin des oiseaux qui est conçu pour attirer les oiseaux. Tout est fait pour ça. Il est interprété aussi. Il y a des mosaïques culture géantes avec lesquelles on peut se prendre en photo. Il y a le jardin des chutes. Donc, on a Belvédère, les chutes, c'est magnifique. Le parcours du géant où on a des grandes mosaïques culture. Il y en a jusqu'à 13 000 plants. Vous savez que c'est planté à chaque année, un par un, ces plants-là. C'est assez impressionnant à voir. Le jardin des milieux humides aussi qui est préservé puis qui présente des espèces qui corroborent cet écosystème-là. Et puis, le sentier des curiosités, où on a des végétaux plus rares, plus intrigants. Le potager santé, où on a parlé tantôt des légumes du patrimoine, tout ça. Puis, le nouveau jardin botanique, le nouveau jardin thématique sur les plantes carnivores. À travers tout ça, il y a aussi des expositions intérieures et extérieures. Donc, je dirais c'est un moment à prendre en famille, avec soi, en couple,
arrêter le moment, prendre un moment, arrêter le temps, prendre un moment présent, être inspiré, se reconnecter avec les plaisirs simples de la vie, la beauté de la vie, se connecter avec la nature. Est-ce que les gens peuvent apporter un petit lunch, mettons? Oui, tout à fait. On a un bistrot sur le belle sur place. mais vous pouvez apporter votre pique-nique. On a plein d'endroits pour pique-niquer sur les lieux. Puis tantôt, vous parliez du chapiteau, mais on a des événements publics aussi qui jalonnent la saison, avec le Grand Bal des Pivoines. On a peut-être 400 plants de pivoine en plate-bande qui sont en fleurs à ce moment-là, mais on a aussi 1000 fleurs de collections qui sont amenées par des collectionneurs de partout au Québec, en collaboration avec la Société québécoise de la pivoine, qui a son siège social au parc, qui présente ça. C'est absolument fabuleux. Même quand on n'est pas un amateur de pivoine, on le devient. C'est tout à fait impressionnant. Mais on a aussi le salon pour les bonsaïs. Donc, on a différents événements comme ça qui jalonnent la saison. OK. Puis, vous parlez de chapiteaux. Ça, il y a des endroits qu'on peut louer aussi. Si on veut faire un événement, ça peut être l'hiver. Est-ce que ça peut être loué aussi? Comment ça fonctionne? 2 plateaux de location. Donc, on a le pavillon central qui est vitré sur les jardins avec une terrasse qui, lui, est disponible à l'année pour jusqu'à une centaine de personnes. Puis le chapiteau, lui, ça peut accueillir jusqu'à 500 personnes. C'est du mois de mai au mois d'octobre. Et avec le nouveau musée, le toit est accessible. Donc, on peut faire une activité, un 5 à 7 ou une réception sur le toit. En voyant la vue sur les jardins. Donc, c'est très intéressant. Ça va être inauguré cette année. Et ça, c'est le 1er juin. Oui, 1er juin. Vous avez aussi un souper du homard, hein? Oui, prochainement? C'est un souper bénéfice au profit, dans le fond, justement, de nos activités, pour la poursuite des activités. On est un OBNL. Et puis, ça a lieu le 24 mai. C'est homard à volonté. C'est pêché en Gaspésie. Le camion arrive avec le pêcheur. C'est c'est ça. Donc, homard à volonté, soirée musicale, encans, tout ça. Une belle soirée de printemps pour ouvrir le parc. Il est excellent, le homard. J'étais là passé, là, puis c'est sûr qu'il faut aimer le homard. Mais c'est rare que je connais pas une personne qui n'aime pas le homard, mais c'est excellent. Ou avec du beurre à l'ail, c'est toujours bon. On a des repas alternatifs des fois si jamais on a un amateur de homard et l'accompagnateur c'est ça. Et merci beaucoup du temps que vous nous avez apporté, c'est extraordinaire. Donc le 1er juin, c'est l'inauguration officielle du nouveau musée et l'ouverture évidemment du parc Kings Falls. Allez-y, c'est vraiment beau. Et Sébastien? Mot de la fin. On y va avec le bureau? Ben moi, de toute façon, j'y vais presque à chaque année faire un petit tour parce qu'il y a toujours plein d'activités qui s'y trouvent. Alors, on y va par le fait même, mais c'est sûr que c'est une belle invitation à tout le monde et puis je vous y invite tous. Alors, c'est déjà la fin de notre émission. Ça a passé très vite. D'habitude, on fait ça en deux temps, mais là... tout le temps était consacré au parc, et avec raison. Alors, on se dit à la prochaine et bel été à tous.